Bonjour à tous. Les organisateurs Arnaud Grumeau et Julien Pierre se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième édition de PEP Sport. Vous le savez, PEP Sport est le salon de référence de la promotion du sport dans tous les univers du travail. Cet événement aujourd'hui est l'occasion de réunir des acteurs du sport et du bien-être en entreprise et on va évidemment s'interroger sur l'impact de Paris 2024, 15 jours seulement après l'obtention des Jeux olympiques et paralympiques d'été. L'objectif de cette journée est également d'observer la diversité des sports en entreprise, mais aussi de se tourner vers l'avenir et les tendances de demain. Cette journée va donc s'articuler autour de networking, d'échanges, de réflexion autour de 3 tables rondes, de 4 workshops et de 4 ateliers exposants. Nous allons la débuter justement cette journée avec une conférence sur les effets de Paris 2024. Je vous le rappelle, 2 semaines donc jour pour jour après l'annonce de Paris, ville hôte des JO de 2024. L'idée, elle est simple, c'est de dresser un bilan des opportunités offertes par l'accueil de ces JO en termes de promotion et de développement effectif du sport pour tous, notamment pour, mais aussi dans les entreprises et dans les territoires. On va débuter cette première table ronde avec 4 intervenants. Monsieur Guy Dru, membre du CIO et du COJO, le comité d'organisation des JO, mais aussi l'une des figures emblématiques de la candidature de Paris 2024. Bonjour mon cher Guy, prenez place là où vous le souhaitez autour de la table. À ses côtés, monsieur Dominique Restineau, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Bonjour monsieur. Monsieur Jean-Pierre Mougin, vice-président délégué du CNOSF, en charge en particulier du sport en entreprise. Et enfin, monsieur Didier Besser, président de la Fédération française et mondiale du sport en entreprise. La France, donc justement, a 7 ans pour se préparer à ces JO et on va s'interroger sur les opportunités de développement pour les entreprises et les territoires. Avant évidemment de débuter cette table ronde, je propose à monsieur Guy Dru de prendre la parole et de nous rappeler un petit peu la genèse de cette candidature parce que aujourd'hui, ça y est, nous sommes très heureux. La France va accueillir les JO de 2024, mais avant cette réussite, il y a eu des échecs, il y a eu un long parcours. Oui, bonjour d'abord, merci. On a 1 heure. Nous avons 1 heure pour tout faire. Si je fais la jeunesse de tout, ça risque de prendre 59 minutes, donc je vais essayer d'être le plus bref possible. Oui, non, vous pouvez rester, c'est pas inintéressant. Hein. Non, simplement vous dire que pour 2024, ça a été une victoire collective. Chacun y a apporté son savoir-faire, sa connaissance, son enthousiasme. On a pu nous appuyer sur une équipe remarquable d'une 50aine de personnes, moyenne d'âge 34 ans. Donc moi, vous voyez, avec Bernard Lapassé, on était un peu les papis mougeaux de l'histoire. Et on a beaucoup appris les uns et les autres. Et ça a débouché sur un succès à Lima. Tout simplement parce qu'on a su tenir compte des erreurs du passé. Parce que moi, je suis, comme j'ai coutume de le dire aujourd'hui, le plus ancien en grade le plus élevé. Et j'avais commencé au début des années 85 avec la candidature de Paris pour les Jeux de 92. Et donc j'ai tout vécu. J'ai vécu les candidatures de Paris, de Lille, d'Annecy, etc. etc. Et j'ai pu, d'autre part, je suis membre du CIO depuis 20 ans maintenant. Donc, entre-temps, j'ai été parlementaire, ministre et tout. Donc j'ai pu allier, si vous voulez, les 2 expériences du sport, de la connaissance du milieu sportif, mais également de la connaissance du milieu politique, pour éviter les défauts qui nous avaient fait échouer les années précédentes, dans les autres candidatures. Et c'est grâce à ça, si vous voulez, avec un leadership reconnu, admis dans un premier temps et reconnu par tout le monde de quelques personnalités du monde sportif, donc le mouvement sportif, au premier rang desquels Tony Estanguet, Bernard Lapassé, comme coprésident du comité d'organisation, mais également Denis Massiglia en tant que président du CNOSF et Emmanuel Asman, président des Paralympiques. Le dossier a été construit
est promu essentiellement sous la houlette de ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle le CIO a pu comprendre que pour la première fois en France, on avait saisi l'importance du fait que ce ne soit pas ou les politiques ou les économiques qui mènent le dossier, mais plutôt les sportifs. Donc ce sont les sportifs qui parlaient aux sportifs. C'est resté, je dirais pas une histoire de famille, mais presque, quoi. Alors on va s'interroger évidemment sur le rôle des entreprises. Guy et Dominique, est-ce que les entreprises ont déjà joué un rôle dans cette réussite? Et si ce n'est pas encore le cas, comment justement les entreprises peuvent jouer un rôle? Bonjour. Avant les entreprises, je crois qu'il y a un mot qui est le mot victoire. Victoire pour Paris, certes, mais victoire pour la France. Et ça fait du bien de gagner de temps en temps. Je pense que vous l'avez vécu avec des douleurs, des souffrances parfois. Et je crois que c'était le moment où il fallait gagner. Et je crois que c'est une victoire totalement collective, comme le dit Guy Dru. Les entreprises, déjà, ont commencé à se mobiliser, les grandes entreprises, parce qu'il y aura bien évidemment, pour mener à bien tout cela, quelques défis à relever. Déjà, ne pas déraper sur le budget. Pardon pour cette connotation un petit peu moins festive, mais il y a un budget, il faut essayer de le tenir. Alors, j'ai bien compris que sur les infrastructures, il y avait 95% des infrastructures qui étaient déjà quasiment faites, donc ce qui est une chose assez étonnante. Je pense que ça a dû peser également dans la candidature de Paris et de la France. Ensuite, il faut attirer les sponsors, parce que il y a un budget, et le budget, il n'est pas... j'ai pas compris qu'il était totalement bouclé encore, et donc les entreprises vont jouer un rôle, mais elles vont jouer un rôle de moteur, comme bien sûr les sportifs, et en premier lieu les sportifs, les politiques, enfin tout le monde. Ce qui est important également, c'est que ces Jeux Olympiques 2024 arrivent en complément de quelque chose qui en Ile-de-France est fondamental. Moi, en tant que président de la Chambre de commerce de Paris, j'y suis extrêmement attaché. C'est tout le phénomène du Grand Paris. Le phénomène du Grand Paris, en termes économiques, c'est 100 milliards d'investissements qui vont avoir lieu jusqu'en 2030. Le sport, c'est formidable, et le développement économique, c'est formidable. Donc quand le sport et l'entreprise et le développement économique vont de pair, ça rend des gens heureux. Et on a besoin d'être heureux dans ce pays. Ce qui est intéressant, c'est que les infrastructures sont déjà là pour une grande partie. Il y en a quelques-unes à faire. Et il va y avoir énormément de business à faire autour, bien sûr, en amont des JO, de la préparation, encore des constructions qu'il reste encore à faire. Le pendant, même si ça dure que quelques jours, mais le pendant et le après. Et là, pour nous, en tout cas Chambre de commerce de Paris, ce qui est important, c'est que ça profite à tout le monde. Et quand je dis ça profite à tout le monde, ça profite bien sûr aux grands groupes, aux grandes entreprises, mais que ça profite également aux TPE et PME, notamment de l'Île-de-France, mais ça sera élargi, à mon avis, à d'autres territoires en France, pour qu'il y ait une part qui soit réservée à cela et que les entreprises puissent en profiter, puissent agir, mais pour avoir des contrats, parce que tout ça, c'est environ 250 000 emplois pérennes qui sont dans la sacoche. Et c'est extrêmement important pour la première région, je dirais, de France ou même d'Europe. C'est sur ce point-là. Et donc, comment nous, on agit à travers ça? On a lancé avec le Grand Paris, et ça il y a véritablement l'écho avec les JO, c'est CCI Business, qui est une plateforme où on aide les TPE et les PME à pouvoir répondre, à être formés et répondre à des appels d'offres, des grands donneurs d'ordre, dans toute cette construction des appels d'offres. Bien évidemment, vous imaginez tout le business que ça va apporter en termes de tourisme, en termes hôteliers, en termes de commerce, de services. Donc nous, on se réjouit bien évidemment. Mais c'est une victoire collective et peut-être qu'on va gagner également beaucoup de médailles. On l'espère. Voilà. On parle beaucoup des entreprises. Je rappelle, monsieur Mougin, que vous êtes vice-président du CNOSF en charge de l'emploi, de la formation et de la qualification. Aujourd'hui, réellement, quelles sont les relations entre justement le CNOSF et les entreprises? Alors, elles existent depuis très longtemps. Bonjour déjà à toutes et à tous.
Le CNOSF est fortement impliqué dans le monde de l'entreprise. Ça date depuis 2009, date à laquelle où, nous avons signé une convention déjà entre le CNOSF et le MEDEF. C'était Laurence Parisot, son nom doit vous dire quelque chose à l'époque, à Denis Masseglia, pour justement commencer de travailler ensemble et montrer que le sport pouvait être aussi bénéfique pour les entreprises. Donc nous avons mis en place depuis cette date un certain nombre d'événements, des assises sport-entreprise annuelles. Ce sera la 3e édition cette année. Mais également nous avons mis en place les trophées Sentez-vous Sport pour aller dans le sens de la semaine Sentez-vous Sport. Sentez-vous Sport S-E-N-T-E-Z, Sentez-vous Sport. Et donc ces trophées sont destinés à récompenser les entreprises qui ont mis en place des actions innovantes vis-à-vis des sportifs, mais innovantes vis-à-vis de leurs salariés. Et on s'appuie aussi pour cela sur une étude qui avait été commanditée par le MEDEF et le CNOSF sur les retombées économiques du sport sur l'entreprise, mais également sur les salariés et sur la société civile. Quand on sait que la différence au niveau du coût de la sécurité sociale entre une personne sédentaire et une personne active, c'est 300 € par an. Faites tout de suite le calcul, si les 30 millions de Français qui ne pratiquent aucune activité sportive aujourd'hui s'y mettaient. Donc une économie énorme pour la sécurité sociale. Donc nous avons mis en place ces trophées avec, depuis l'année passée, le prix de l'entreprise la plus sportive. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un hit parade, un jour, des entreprises qui ont fait quelque chose d'important pour le sport et pour leurs salariés, et faire en sorte que ces données-là puissent être intégrées dans les rapports annuels des entreprises, pas seulement les chiffres économiques, résultats financiers, mais également le positionnement des entreprises par rapport à leur place en termes de sportivité. Et puis, nous avons aussi, bien sûr, vis-à-vis des JO 2024, de grandes ambitions. Bien sûr, on l'a dit, notre président Denis Masseglia l'a dit, c'est de passer d'une nation de sportifs à une nation sportive. C'est donc faire en sorte que tous les Français se mettent au sport, à l'activité physique et sportive, et en particulier les salariés des entreprises. Donc nous avons de grands défis à relever. Les retombées importantes ont été signalées par Dominique Restineau. C'est donc 3,8 milliards l'organisation des Jeux, 3 milliards d'investissements. Ça va rejaillir sur l'ensemble des entreprises, pas seulement les entreprises parisiennes, mais sur toute la France. Pas oublier qu'on a Marseille également qui va accueillir les épreuves de voile. On a également les stades de l'Euro 2016 qui vont accueillir le football. Et puis, il y a quand même 204 pays, n'est-ce pas Guy? 204 ou 205 pays qui participent aux Jeux. Une moyenne peut-être de 20 fédérations ou 15 fédérations par pays qui participent. Ça veut dire qu'il y aura plus de 2000 structures qui viendront reconnaître les lieux, qui viendront s'imprégner de la France, qui viendront s'entraîner, se préparer aux Jeux Olympiques en France. Donc c'est toute la France qui va être finalement concernée par ces Jeux. Et donc les retombées économiques, elles vont être au-delà de la région parisienne, elles vont être sur toute la France. Tu l'as dit, c'est le transport, c'est également les bâtiments, c'est les travaux publics, c'est aussi l'hôtellerie, c'est la communication, la sécurité. Malheureusement, il faudra s'y adapter. Et donc tout ça va faire en sorte que beaucoup d'entreprises, et pas seulement les très grandes entreprises, mais les PME, les TPE, vont être directement concernées. Londres, c'était 14 milliards de retombées économiques, les chiffres ont été divulgués, et c'est 2 tiers de TPE-PME. Donc le sport en entreprise va être fortement encouragé par ces JO 2024 et on espère que beaucoup d'entreprises se mettront dans le sport et l'activité physique et sportive pour leurs salariés. Alors justement, Monsieur Besser, aujourd'hui on ne peut pas dire encore qu'on est vraiment une nation sportive. C'est un véritable enjeu, notamment par rapport à nos voisins. Parce que nous on parle beaucoup de sport, mais on n'est pas forcément de très très grands pratiquants. Alors, bonjour à tous. Effectivement, on parle beaucoup de sport et on n'est pas au premier niveau en termes de pratiquants. Ceci dit, on n'est pas si mal placé. Vous l'avez souligné tout à l'heure, j'ai, au-delà de mon mandat national, un mandat international. Donc, je connais bien différents pays en Europe ou à travers le monde. Et on n'est pas si mal placé que ça, je peux vous le dire. Je crois que la candidature, puisqu'on est aussi ici pour parler de ça, la candidature 2024, elle va apporter ce que les sportifs aiment bien dire, le second souffle, en quelque sorte. Parce que depuis quelques années, on a beaucoup travaillé sur l'implémentation et sur les différents aspects de la remise en forme, du sport santé bien-être. C'est très important dans les entreprises. Et maintenant, il faut ancrer tout ça dans la mentalité des chefs d'entreprise notamment, mais aussi des partenaires sociaux. Et je m'appuie régulièrement sur des chiffres
des chiffres de pays scandinaves ou au Canada, par exemple, qui sont des pays qui réussissent plutôt bien. Monsieur Restineau, vous le savez, Scandinave, économiquement, c'est des pays qui réussissent bien. Et ils ont mis en évidence certaines études, notamment celle qui permet de constater qu'il y a une amélioration de la productivité dans une entreprise qui favorise la pratique sportive, pas forcément pour former des champions olympiques, hein, comprenez bien, par rapport à une autre entreprise. Et le delta de productivité, c'est de 3 à 9% de gain de delta de productivité. Donc ça, c'est fabuleux en quelque sorte. Et ça, je crois que c'est le premier élément qui peut convaincre des chefs d'entreprise et des salariés aussi, puisque c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Il faut quand même savoir qu'une entreprise, elle est pas forcément là pour faire du sport à ses employés, mais que si elle comprend qu'elle y a intérêt, ça devient intéressant. On a parlé par rapport à nos voisins, Monsieur Restineau. Par rapport à nos voisins, l'organisation de ces JO va nous permettre d'avoir un rayonnement incroyable à l'international. C'est un enjeu mondial. Déjà, ça va être ça a déjà commencé, mais ça va être un véritable, enfin je l'imagine comme ça en tout cas, choc d'optimisme pour notre pays. Donc ça fait du bien. Et puis comme ça nous manquait un petit peu, je crois que dans les classements, on était plutôt à l'inverse de ce côté-là. Le rayonnement à l'international, oui, parce que c'est l'événement majeur, non pas de la planète. Donc là, on sera vu de tout le monde. Alors je sais que certains touristes ne viendront pas pendant les JO. Je crois que ça se passe à peu près à chaque fois comme ça dans toutes les grandes villes. Mais par les études, on arrive à savoir qu'elles viennent après. Donc ce champ de rayonnement à l'international est absolument fondamental. Le monde entier verra la France. Peut-être que tous les Américains sauront où se trouve Paris sur la carte du monde. Ça, ce sera bien également. En même temps, je pense que ça va ouvrir les champs du possible. Et les champs du possible, je les vois notamment à travers ce qui, pour moi, est la première ressource naturelle d'un pays, c'est les jeunes générations et sa jeune génération. Et je pense que ça sera un choc d'optimisme pour cette jeune génération. Je trouve que dans cette salle, il y a énormément de jeunes. Et je m'en réjouis bien évidemment. Je pense que ça va augmenter les gens qui vont faire du sport. Peut-être que je vais m'y remettre un petit peu plus d'ailleurs. Mais il y a toujours ça qui rentre en ligne de compte. Je ne sais pas si je réponds à votre question au niveau de l'international, mais en tout cas c'est l'image que la France va avoir à l'international qui est extrêmement importante parce que c'est des retombées toujours économiques également à l'international. Guy, on parlait de l'international. Vous avez peut-être un petit mot à dire sur ça parce que j'ai beaucoup de mots à dire. D'abord, vous avez commencé tout à l'heure sur l'apport économique à la candidature. Alors, il a été très important. C'est vraiment pour ça que je dis que ça a été une victoire collective parce que il y a eu le mouvement sportif, bien sûr, il y a eu le politique, bien sûr, mais il y a eu le secteur économique aussi. Et ça se décomposait. On a eu 16 partenaires, plus 4 fournisseurs. Donc ça fait 20 partenaires, lesquels ont amené 30 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est la moitié de notre budget de fonctionnement de la candidature, qui était à 60 millions. Et quand M. Festino insistait, il a raison de le faire sur la rigueur budgétaire qui est nécessaire. On peut déjà dire qu'on a montré un certain exemple et j'ai d'autant plus de plaisir à le dire au moment où on commence à évoquer une petite, comme d'habitude, comme seuls les Français savent le faire, peut-être les Italiens aussi, et les Anglais, sur trouver les choses qui ne vont pas ou qui gratouillent avec le budget de l'IMA. Il y a eu et qui vraiment n'est pas du tout fondé, sur le budget de candidature de 60 millions, il y a eu des économies de fait, déjà. Donc ça prouve bien que d'entrée de jeu, on a ce souci de rigueur budgétaire. Ensuite, sur ce que Jean-Pierre Mougin a évoqué, sur le budget global évalué aujourd'hui de l'organisation des Jeux, sachant très bien qu'aujourd'hui, on est dans la période entre le comité de candidature et la création du comité d'organisation, qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc, tout ce qui est dit
n'a pas de fondement. Les seules personnes qui sont certaines d'être au comité d'organisation, donc le COJO Paris 2024, ce sont Tony Estanguet en tant que membre du CIO et parce qu'il en sera le président, ça c'est acté. Mais ensuite, il y a les deux autres membres du CIO, votre serviteur et Jean-Christophe Rolland, qui vient d'être élu au CIO, et également les deux représentants du comité olympique français, que sont Denis Masséglia et le secrétaire général Jean-Michel Brun. Tout le reste, c'est une feuille blanche. Les cases sont à inventer et à remplir, mais ça viendra. On a 5 mois pour le faire, donc on va prendre notre temps. Ensuite, sur le budget général, comme l'a dit Jean-Pierre Mougin, il y a 6,5 milliards d'évalués, 3,5 milliards qui sont déjà abondés ou presque. On a déjà une somme qui nous est promise par le CIO de 1,7 milliard, je crois, et qui était déjà le fait pour les Jeux de Rio, qui était déjà le fait pour les Jeux de Tokyo, qui sera le fait pour les Jeux de Paris avec 1,7 milliard et 1,8 milliard pour les Jeux de Los Angeles qui viendront, ceux-là, en 2028. Ça, c'est l'organisation. Et ensuite, et c'est là où il risque d'y avoir des dérapages, si dérapage il y a, c'est le budget d'investissement. Et je préfère parler de budget d'investissement que de budget de dépenses, qui est celui-là de 3 milliards. Et dans ces 3 milliards, ce sont essentiellement les deux constructions réelles à faire, c'est-à-dire les deux villages, le village olympique et le village des médias, et ensuite la piscine. Bon. Et là, c'est Solideo, c'est-à-dire la société de livraison des équipements olympiques qui en sera chargée, sous le contrôle de Anne Hidalgo qui en sera la présidente. Ça, c'est également acté, mais avec bien évidemment la participation de l'État, de la région, de la métropole, de tous les départements, etc., etc. Et c'est à eux qu'il faudra s'adresser en particulier pour respecter cette rigueur budgétaire qui ne nous fera pas déraper. Et c'est malheureusement ce qu'on retient de quelques éditions passées malheureuses au niveau de l'organisation des Jeux Olympiques, où il y a eu des réels dérapages, comme par exemple Athènes, où il y avait vraiment, il y a eu un dérapage phénoménal. Ils ont construit des choses qui n'avaient pas lieu d'être, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Grecs sont toujours dans la difficulté, etc., etc. Ensuite, et si vous le permettez, quand Didier Besser emploie, j'aime bien le terme, mais c'est pratiquement même le premier souffle. Le premier souffle et qui vient de la continuité d'action. Quand même, il y a eu toujours une tradition olympique en France, qu'elle soit au niveau des présidents de comité olympique. Moi, j'en ai connu quand même quelques-uns maintenant, mais Claude Collard, Henri Serrandour, qui a fait beaucoup pour les Jeux olympiques, et aujourd'hui Denis Masséglia, mais également dans le monde politique. Dans le monde politique, tous nos présidents de la Ve République ont eu une action olympique très importante. Et en fait, ça a démarré pour ce qui concerne 2024 avec Nicolas Sarkozy. Ça a été fortement soutenu par François Hollande. Et enfin, comme le dit lui-même le président Macron, il a eu qu'à pousser le ballon dans un but qui était vide, quoi. Et donc, et ça a été la même chose pour les ministères. Donc il y a une continuité. Et en fait, cette organisation des Jeux Olympiques, il faut le prendre comme un accélérateur, pas un accélérateur de particules, mais simplement comme un accélérateur de toute la notion sportive au sens large du terme dans toutes les parties de la société française, qu'elle soit éducative, qu'elle soit économique, qu'elle soit sportive, bien entendu, ou tout autre. Voilà je crois, ce qu'il faut vraiment préciser. Et vos propos amènent des réactions de Dominique Crestino et après Jean-Pierre Mougin également souhaitait réagir. Un exemple très concret. Un exemple très concret sur l'international. Paris, la France, Paris est la première destination touristique au monde. Nous avons cependant un léger problème d'image. Ça s'appelle l'arrivée dans les aéroports en région parisienne pour arriver sur Paris. Et ça, c'est une calamité encore aujourd'hui. Cette conjonction entre les projets que nous avons déjà entamés, le Grand Paris, et les JO qui vont donner une date butoir à tous ces grands travaux. Aujourd'hui, on est certain qu'on ne va pas repousser, c'est pas possible, le Charles de Gaulle Express,
qui est extrêmement important, qui passera par les grands points qui arriveront à peu près en 30 minutes dans Paris. Et ça, c'est absolument fondamental pour les JO, certes, mais également pour tout le développement économique, juste un petit peu avant, pendant, mais surtout après. On a besoin de ce Charles de Gaulle Express. La Chambre de commerce de Paris s'est battue depuis des années pour qu'on soit dans cette perspective. Voilà, grâce aux JO, on sait que les dates butoirs seront là, et ça c'est important. Et là, c'est au niveau mondial que ça se verra. Oui, tout de suite réagir sur ce que vient de dire Dominique. Il faut savoir qu'on est bien conscient qu'aujourd'hui, on accueille très mal le public d'une manière générale sur nos événements. Il y a une démarche qui a été engagée par Esprit de Service France. C'est une structure qui s'est mise en place, qui a été mise en place par le ministère des Sports, par le Comité olympique et par également Esprit de Service. Et donc, on a pris comme exemple le championnat du monde de lutte qui vient de se dérouler ici à Paris, pour essayer de définir les parcours des différents publics. Il y a le parcours des athlètes, il y a le parcours de l'encadrement, il y a le parcours des officiels et il y a le parcours du public. Pour faire en sorte que depuis les aéroports, finalement, tout le monde puisse trouver facilement l'endroit où il doit se rendre avec toutes les conditions normales que doit attendre un touriste étranger en particulier. Mais je voulais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Didier concernant la pratique du sport en entreprise. On a l'habitude de dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de croyants mais qu'il y a très peu de pratiquants. Et en fait, notre objectif est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de pratiquants. Et donc, on vient de lancer, en liaison avec le ministère des Sports, le MEDEF, Union Sport et Cycle, qui représente un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros dans notre pays, et le CNOSF, une étude nationale qui va être dévoilée dans quelques jours pour justement identifier les freins qui font que les chefs d'entreprise y croient, ils savent que c'est bon par rapport à toutes les publications qui ont pu être faites sur les retombées économiques du sport d'entreprise, mais qui ne veulent pas y aller pour différentes raisons. J'ai pas le local suffisant, j'ai pas le budget, etc. J'ai pas de douche, j'ai pas de vestiaire. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on réponde à ces attentes, à ces questionnaires, pour demain lancer un vaste plan d'action national pour qu'on puisse intensifier finalement la pratique du sport en entreprise. Maintenant, pour revenir sur le coût des Jeux, c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, on voit un certain nombre de mauvais exemples, de contre-exemples. On parle d'Athènes, on parle de Rio, etc. Mais je crois que là, on a une équipe totalement performante qui a chiffré de la manière la plus objective possible le coût de ces Jeux. On l'a cité tout à l'heure, 95% des équipements existent. Donc c'est déjà quelque chose qui est important. Rio, il n'y avait rien. Sochi, il n'y avait rien. Il a fallu couper la montagne en deux pour faire passer l'autoroute et la voie ferrée. Donc là, on a vraiment l'ensemble des éléments réunis pour faire en sorte que ce budget, le coût des Jeux, sera maîtrisé. Donc finalement, on croit qu'on va réussir notre défi. Même si Londres est aussi peut-être un mauvais exemple, en partant de 6 milliards d'euros, ils sont arrivés à 13 au bout, mais ils avaient oublié un certain nombre de choses. Il y a eu les coûts de sécurité qui ont également grossi fortement. Mais je crois qu'on a en fait un budget réaliste qui a été aussi confirmé par une étude du Centre de droit d'économie et des sports sur les retombées économiques de ces Jeux. Et là, je crois qu'on s'appuie sur du solide, du concret, qui montre que finalement, on ne part pas à l'aventure, mais on part sur quelque chose de solide qui va bénéficier à tous les Français. Monsieur Besser, je crois que vous vouliez réagir aux propos de Monsieur Mougin, aux propos de tout le monde. Au propos de tout le monde, oui, à la Fédération française du sport d'entreprise, on a coutume de dire le sport est notre passion, l'entreprise est notre réalité. Je crois que ça positionne les choses et on a fait un sondage, pas les premiers sondages, mais en tout cas le premier dans l'entreprise, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, pour connaître le sentiment des entreprises et des salariés, particulièrement sur la candidature de Paris 2024. Et les questions qui ont le plus intéressé, qui ont été le plus pertinentes, c'était justement parce que dans l'entreprise, on a l'habitude d'investir son argent et on a l'habitude de faire attention à son argent et à son investissement. Donc on fait pas n'importe quoi. Et ça, c'est le gros intérêt. Et je crois que Guy a tout à fait raison de le dire. C'est ce qu'on a observé. Je n'étais pas moi-même, bien sûr, dans la candidature. On est tous membres de la grande famille du comité olympique. Mais on a senti qu'il y avait un souci plus fort qu'auparavant de bien tenir compte des aspects économiques et d'en parler. Et je crois que les bons comptes faisant les bons amis, il est important de parler de ces choses bien avant pour savoir où on va en termes d'investissement. Après, je crois qu'il faut aussi considérer que c'est effectivement, ça je crois que tout le monde l'a dit, je ne vais pas donc le répéter, c'est un formidable accélérateur
d'activité économique, d'activité physique, de sport et de tout ce qu'on veut. Je crois que pendant 7 ans, on va s'appuyer les uns et les autres sur cette dynamique pour justement faire croître nos entreprises. Et puis, il y a une dernière dimension qui est extrêmement intéressante, c'est qu'est-ce qui va rester de ces jeux? La dimension durable. On parle beaucoup de développement durable, c'est un souci des entreprises également, hein, notamment dans le vocable de la RSE. Et je crois que dans la candidature, cette fois-ci, on a beaucoup travaillé les uns les autres sur qu'est-ce qui restera, quel sera l'héritage. Hein. Le mot exact, c'est l'héritage. Et je crois que c'est extrêmement important dans cette candidature, peut-être par rapport à toutes les candidatures précédentes. Dominique Restineau, justement, qu'est-ce qui restera, et notamment pour la Seine-Saint-Denis, parce que la Seine-Saint-Denis est l'un des lieux qui va vraiment bénéficier de ces JO 2024. En tout cas, c'est l'objectif. Vous avez parlé du Grand Paris et du Charles de Gaulle Express, mais sinon, la Seine-Saint-Denis est clairement l'une des grandes gagnantes, normalement. Déjà, je pense qu'on a au moins devant nous une décennie. Je crois qu'on a, depuis très très longtemps, pas eu toute cette dimension. Alors, il y a un regain, on parlait de l'international tout à l'heure. Aujourd'hui, l'image de la France, il y a peut-être, et je ne veux pas faire politique, mais partout, quand j'écoute, je vois des étrangers, des entreprises étrangères, l'image que nous avons à l'étranger, avec nos bureaux à l'international, il y a un rayonnement de la France en ce moment qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Peut-être parce qu'on a un très jeune président de la République et que ça change et que ça fait du bien, très bien. Là, on a les JO avec des infrastructures qui sont déjà là et qu'il va falloir développer, avec un optimisme qu'on sent en ce moment et qui va permettre également de pouvoir, parce que l'activité économique, ça va mieux, hein, ça a été dit il y a un petit moment, mais ça va mieux quand même. Il ne faut pas se plaindre tout le temps, ça va mieux, ça va aller encore mieux, mais ça va déjà mieux. Et là, avec tous ces travaux qu'il va y avoir, tout ce business qu'il va y avoir, ça va forcément aller mieux. On a une fenêtre de tir qu'on a rarement vue. Et donc ça, c'est jusqu'en 2024, certes, mais pour moi, il y a au moins 5 à 10 ans derrière, en tout cas en Ile-de-France, où je pense qu'il y aura encore les suites de tout cela, parce qu'il y a des infrastructures qui vont servir également. Quand je prends dans les villages derrière, ça va servir à faire la construction de 5000 appartements. 5000 appartements en Ile-de-France, c'est très important. On a besoin de loger les Franciliens, les Parisiens certes, mais les Franciliens également. Donc tout ça, ça va rester, les infrastructures vont rester. Je pense que la piscine olympique, elle va rester. Voilà, elle va rester. On n'a même pas organisé en France, à Paris, les championnats de France de natation, parce qu'il n'y a pas de... Alors, moi, j'ai eu le problème pour la candidature de 92, parce qu'on ne pouvait pas à l'époque organiser les championnats de France à Paris d'athlétisme. Il n'y avait pas de piste à 8 couloirs. Et de cette candidature, Jacques Chirac a décidé à ce moment-là, qui était maire de Paris, la création de la rénovation du stade Charletti. Donc, on peut organiser aujourd'hui des compétitions internationales dans l'athlétisme dans Paris. Exactement la même chose en natation. Voilà. On va pouvoir se baigner dans la Seine. Attendez, c'est magnifique. Mais si, on va pouvoir se baigner dans la Seine. J'en suis convaincu. Très, très objectif, là. Oui. Bah, ça fait très longtemps qu'on nous le promet. J'y crois, j'ai envie d'y croire. Faut toujours y croire. Après, faut toujours y croire. Voilà, faut toujours y croire. Donc oui, et pour la Seine-Saint-Denis, c'est vrai qu'il y a un pôle très important en Seine-Saint-Denis. Ma collègue présidente de la CCI de Seine-Saint-Denis est extrêmement impliquée également. Donc voilà, c'est en termes d'emploi, en termes de, encore une fois pour la jeunesse, en termes de créativité, en termes d'échange, il y aura des retombées derrière. Pour moi, il y aura le avant et le après les JO de 2024, en termes économiques également. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on a gagné. On a gagné. Et ça n'est pas, c'était pas un peu de fierté. Ce n'était pas une victoire aussi facile que d'aucuns le diront. Il y a toujours des pistes vinaigres de toute façon. Mais au départ, nous étions 5 ou 6 villes candidates. Les unes et les autres, après, par défaut un peu de communication, elles ont toutes déclaré forfait. On s'est retrouvés face à Los Angeles. Et face à Los Angeles, qui avait un dossier un peu moins abouti que le nôtre. Un bon dossier, mais un peu moins abouti que le nôtre. Et certainement une envie, au fond d'eux-mêmes, qui était moins perceptible que la nôtre. Et ce qui a fait décider à Thomas Barr, le président du CIO, avec quelques-uns bien entendu au CIO, de donner exceptionnellement
à la fois et en même temps les Jeux de 2024 à Paris, parce que c'est nous qui les méritions davantage, et à Los Angeles en 2028. Mais on a gagné. Et donc, profitons de surfer sur ce succès. On a 7 ans à vivre, à construire, à consolider, à transformer l'essai de cette victoire pour que les uns et les autres puissent en tirer le maximum d'avantages. C'est la France qui gagne. Oui. Pour ajouter quelque chose, on a beaucoup parlé du rôle des politiques qui ont toujours été derrière nous pour nous appuyer, pour nous accompagner. C'était les sportifs qui étaient devant, comme l'a dit Guy. Mais il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui était quand même un acteur important du succès. Vous vous rappelez peut-être, au début, Anne Hidalgo était frileuse. Elle avait dit, je suis d'accord pour les Jeux, mais à 3 conditions. La première, c'est que les coûts soient maîtrisés. La deuxième, c'est qu'on respecte l'environnement des Jeux durables. Et le troisième, c'est que la décision d'attribution des Jeux soit transparente. Alors, ces 3 conditions étaient totalement remplies, n'est-ce pas, Guy? Des coûts maîtrisés, respect de l'environnement, et le dossier environnement est une partie très forte du dossier qui a été présenté au CIO. Puis, décision d'attribution transparente des Jeux, on ne peut plus transparente puisque la décision a été prise par l'ensemble des acteurs avant même Lima, puisque tout le monde savait que Paris aurait les Jeux en accord avec Los Angeles et le CIO. Ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de l'organisation des Jeux, il y a le COJO, comme ça a été dit, il y a Solideo, donc la société qui va livrer les équipements olympiques, mais il y a également l'héritage. Et l'héritage, puisqu'on est dans l'héritage, quand on parle de sport en entreprise, justement de faire en sorte que ces Jeux bénéficient à tout le monde. Il y a le sport santé, le sport pour tous, le sport en entreprise, le sport également lien social pour notre pays qui en a bien besoin. Donc finalement, ces dimensions-là, c'est des dimensions pas forcément mesurables, mais qui sont des retombées induites des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc tout ça, on va en bénéficier largement, je pense. Et donc voilà, on est maintenant face à nos défis. Et puis il faut qu'on réussisse ces Jeux, mais j'en suis convaincu, on les réussira. Didier, le fait que la France a obtenu ces JO Paris 2024, est-ce qu'au sein des entreprises, vous sentez déjà qu'ils surfent justement sur cette obtention des JO, qu'il y a une vraie volonté de mettre tous les salariés, en tout cas une grande majorité des salariés au sport? Est-ce qu'il y a une prise de conscience depuis l'annonce faite à Lima? Oui, c'est une prise de conscience qui a démarré un petit peu avant d'ailleurs. Quand on a commencé à sentir qu'on avait des chances, alors c'est très franco-français de penser qu'on est les meilleurs et qu'on peut gagner, mais là, je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'humilité et c'était vraiment ressenti au plus profond de soi. Et chaque salarié le ressentait, les entreprises aussi nous le disaient. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs ce qui se déclenche avec l'organisation des Jeux mondiaux du sport d'entreprise. La France a eu plusieurs succès ces dernières années, le sport d'entreprise a eu le sien, et on organisera en 2018 à La Bolle les Jeux mondiaux du sport d'entreprise. Et on est en avance sur les inscriptions de plus de 3 mois. Et on a un niveau d'inscription considérable, et notamment de la part des entreprises françaises. Et je crois que le travail qu'on a fait ces dernières années, et notamment avec Jean-François Gendron, votre collègue de Nantes, enfin de Nantes Pays de Loire plus exactement, on a fait un gros travail auprès des entreprises. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que les grandes entreprises. Hein. On voit les banques, les compagnies d'assurance, Airbus, Veolia, et ainsi de suite. Mais on a aussi des TPE, PME, notamment parce qu'on a aussi, à la fédération, créé un modèle. Et là, je vois mes amis de Nancy, sur le Dynapol de Nancy, on a créé un modèle, c'est-à-dire qu'on fait du sport dans une zone d'activité autour d'une structure qui permet justement des économies d'échelle. Et je suis allé dans les TPE, PME, mais je voudrais revenir 2 secondes sur l'international. Je crois que la France rayonne de plus en plus à l'international, mais elle rayonne notamment parce qu'il n'y a pas que Paris qui rayonne à l'international. Et ce qui est très important, c'est que quand je suis, vous avez compris, je suis très souvent à l'étranger, et on me parle de plus en plus de Paris, bien sûr, mais ça fait des années qu'on en parle, de Lyon, de Marseille, mais Bordeaux, qui est une ville fabuleuse, quoi, qui est la ville qui est citée dans le top de tous les classements. Nantes,
qui est extrêmement dynamique. Je crois que les chiffres de dynamisme économique de la région des Pays de Loire fait que si on pouvait l'appliquer à l'ensemble du pays, on aurait à peu près réglé beaucoup de problèmes. Je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, l'hommage que tu as rendu à la maire de Paris. Alors, en tant que président de la Chambre de commerce de Paris, il y a 2-3 sujets sur lesquels, par rapport aux entreprises, on n'est pas, elle et moi, qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais il y a tellement de sujets sur lesquels on peut être d'accord. Et en tout cas, il y a un sujet sur lequel, très sincèrement, bravo madame, parce qu'elle a fait un boulot, je trouve, remarquable, pour tenir. Et je pense que c'est aussi sa victoire à elle pour les JO. Enfin, je le dis très simplement, même s'il y a d'autres sujets, mais ça c'est autre chose, c'est pas aujourd'hui. Guy et Dominique également. Ah oui, puisqu'on parle, elle n'était pas la seule à l'époque à être frileuse, parce que moi aussi j'étais frileux, parce que c'était mon 6e essai quand même pour les Jeux Olympiques, donc j'avais pas envie de me planter une fois de plus. Mais cette frilosité s'est peu à peu transformée justement en certitude que nous étions sur les bons rails, tout simplement parce que, et je crois que c'est le point essentiel, on n'en parle pas beaucoup, mais qui a réussi, qui a fait que nous avons réussi notre aventure, c'est le fait que cette arrogance légendaire de la France dans les dossiers internationaux, là, les gens du CIO, parce que c'est eux qui votaient, donc c'est eux qu'il fallait convaincre, toute la famille, à travers eux, bien entendu. Il y a aussi les présidents de fédérations internationales, etc., la population sportive internationale, mais essentiellement les membres du CIO, qui ont compris que, pour une fois, on n'arrivait pas en disant, bon, écoutez, c'est la France, donc circuler, il n'y a rien à voir, on va dire comment il faut faire, parce que ça, ils en avaient ras-le-bol, marre. Et ils ont compris que, et par notre intermédiaire, que notre volonté, c'était les Françaises et les Français qui voulaient accueillir, apporter un peu leur obol et leur participation à la grande marche de l'olympisme mondial en essayant d'organiser au mieux les Jeux Olympiques en 2024, qui aura, et ça au départ aussi, d'où notre volonté de gommer cet aspect d'arrogance, de mettre en avant le centenaire, puisque les derniers Jeux Olympiques à Paris ont lieu en 1924, de célébrer ce centenaire en 2024. Et c'est eux qui, petit à petit, nous ont dit « Mais pourquoi vous ne parlez pas plus du baron Pierre de Coubertin? Pourquoi vous ne parlez pas plus du centenaire ?» Et simplement parce qu'on se méfiait justement de cet aspect donneur de leçons. Et c'est à leur demande qu'on y est arrivé en mettant beaucoup plus en avant Pierre de Coubertin et le centenaire en 2024 des Jeux de 1924. Voilà un petit peu la genèse générale rapidement de cette histoire. Je partage ce que dit Guy Dru. Cette arrogance légendaire qu'on nous connaît, je pense que là, on l'a mise un petit peu de côté et ça a dû fortement contribuer. On est, et c'est bien, on est un peu cocorico quand même là. On se dit, on a gagné, c'est la victoire et c'est superbe, voilà. Je veux dire. Et il faut avoir ça également. Cet enthousiasme, cet optimisme est extrêmement nécessaire pour le développement économique de notre pays. Et le développement économique, c'est le développement du bien-être. Alors surtout quand on parle de sport, évidemment. Mais j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas certains petits points auxquels il faudra veiller. Je le dis et je le redis. Qu'on n'imagine pas toujours. Il y a eu les championnats du monde et tout ça. Moi, je me souviens qu'avec les phénomènes de sécurité, et c'est extrêmement important, sur Paris, si je prends le cas de Paris, Paris, c'est 260 000 entreprises, dont 60 000 commerces. J'ai vu un certain nombre de présidents d'associations de commerçants et tout ça, qui n'étaient pas tous extrêmement favorables à tout ça, parce que ça... Quand on fait les tramways, pendant un petit moment, par exemple, alors il y a des travaux, il faut en faire des travaux, mais eux, ça leur fait du chiffre d'affaires en moins. Donc il faut véritablement qu'avec la mairie de Paris, on puisse s'occuper d'eux et les accompagner dans ces périodes, parce que c'est extrêmement important pour leur business, pour leur survie parfois. Également, quand il y a ces grands événements comme ça, on ferme, notamment pour la sécurité, certains endroits. Je pense qu'il faut savoir les écouter également, pouvoir les aider pour qu'ils puissent également profiter à fond, à plein, de ces JO avant, pendant et après. Jean-Pierre Mougin, justement, est-ce que vous sentez que l'implication est vraiment réelle des entreprises ou est-ce que vous sentez aussi quand même qu'il y a certaines réticences?
Non, je crois que les entreprises, finalement, elles ont une première réaction normale venant des Français. On les connaît, on dit tout de suite attention, attention. Mais je crois que les bilans qui ont montré Londres déjà, et puis d'autres organisateurs, montrent finalement qu'il n'y a pas de danger particulier. Il faut rappeler que ces Jeux auront lieu au mois d'août en plus. Donc au mois d'août, dans Paris, il n'y a pas beaucoup de monde. La circulation va être plutôt facile, normalement. Alors j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. La circulation, je ne suis pas sûr. Hein. Mais je me souviens de Londres. Londres, on avait dit tout le monde est parti. Tous les Londoniens sont partis une semaine avant les JO. Mais ils sont tous revenus une semaine après, puisqu'ils ont vu que finalement ça se passait bien. Mais je crois que ce sera pareil à Paris. Il y aura finalement, tout sera prévu pour que la circulation soit correcte, que les habitants puissent rentrer chez eux, et puis que les commerces qui continueront d'ouvrir en août, parce que certains sont fermés en août, ben, ils puissent être là pour accueillir l'ensemble des touristes. Il faut savoir que les JO, c'est quand même 12 000 athlètes, c'est 20 000 journalistes, c'est 12 millions de spectateurs. 12 millions de spectateurs qui vont naviguer dans tout le pays, ça va faire du business. Donc les commerçants, au final, ils seront forcément heureux après coup. Bon, même si au départ, ils ont une petite réticence qu'on comprend légitimement. Voilà, moi je crois que c'est finalement une très bonne opération pour tout le monde, pour les entreprises, pour les commerçants, pour les Français et pour nous tous. Et pour la France. Messieurs, justement, est-ce qu'on a une idée réelle de l'impact sur les emplois? On a parlé des entreprises, donc forcément l'emploi en découle. Est-ce qu'on a eu une idée réelle? Oui, voilà, 250 000. 000. Sur cette étude qui a été faite... 250 000 emplois, donc. Oui, comme le disait tout à l'heure Jean-Pierre Mougin, qui a été faite par le CDES de Limoges, et qu'on peut croire, parce qu'ils avaient fait la même étude, le même genre d'étude pour les championnats du monde d'athlétisme, les championnats du monde, la Coupe du monde de rugby, l'Euro 2016, et ils ne se sont pas trompés. Et là, ils prévoient environ un peu moins de 11 milliards d'euros d'investissement sur l'Île-de-France, d'impact économique sur l'Île-de-France, et une création d'environ 250 000 emplois sur l'Île-de-France. Donc sur la France, on peut augmenter encore. Sur l'impact économique, sans faire de publicité, dans les 4 grandes missions de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, formation, j'en ai parlé je crois à un moment, on forme 30 000 jeunes chaque année, et également avec des parcours de sport également dans nos écoles, et dont les entreprises ont besoin, et il y a effectivement des entreprises qui vont avoir besoin de jeunes qui forment de nos écoles. Il y a également un département chez nous, en dehors de tout ce qui est appui et service aux entreprises, de la création, le développement des entreprises, la transmission des entreprises en France et à l'international, il y a l'attractivité. Nous avons l'attractivité des congrès et salons à travers un partenariat avec Unibail-Rodamco dans Vie Paris. Je ne sais pas si vous connaissez tous le Palais des Congrès, mais j'imagine, le Parc de Villepinte. Ce sont des bâtiments construits par la Chambre de commerce de Paris dans lesquels on reçoit et on a toute une activité de congrès et salons extrêmement important. La grande tour à la porte de Versailles qui va se construire. C'est chaque année 5,5 milliards de retombées économiques, ces activités de congrès et salons, sur l'Île-de-France. C'est comme si on avait les JO, à peu près, le minimum, tous les ans à Paris. Et bien là, pour 2024, si on est entre 5 milliards, 5 milliards et demi. Si on est sur 5, le chiffre, c'est 5 milliards minimum et 10 milliards de retombées économiques. Si je prends le chiffre bas, on sera au minimum à 10 milliards de retombées économiques en 2024. C'est une perspective extrêmement intéressante pour, bien sûr, en premier lieu, la région Île-de-France, mais, comme ça a été dit, pour d'autres régions en France. Guy, j'aimerais qu'on parle un instant et qu'on rappelle évidemment à notre auditeur que vous êtes un ancien élu, évidemment, que vous avez été adjoint à la mairie de Paris et maire de Coulommiers. Je voudrais savoir, vous, par rapport à votre vécu passé, quel rôle doit avoir exactement l'entreprise sur la pratique du sport à votre époque, quand vous avez été en charge de ça? Vous écarquillez les yeux. Oui, j'écarquille les yeux parce que c'est vrai que je suis ancien tout, moi. J'ai toujours l'habitude de me présenter comme ça, ex-tout. Mais j'ai jamais été chef d'entreprise. Donc je crois que votre question, il faut plutôt la poser à un chef d'entreprise. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que je me défausse, hein, mais cette organisation doit servir d'accélérateur. Et cette implication de l'entreprise dans le sport au niveau des communes, il faut comparer ce qui est comparable. J'étais à la fois adjoint au sport de la ville de Paris avec Jacques Chirac comme maire. Je devais à l'époque avoir comme budget 65 millions de francs, c'était des francs, de 650 millions de budget, environ.
Et je vous raconte l'anecdote parce qu'elle elle est quand même explicative. Quand j'étais député de Seine-et-Marne, je faisais le tour des communes et je me souviens d'une petite commune de ma circonscription et je discutais avec le maire et je lui ai demandé son budget. Son budget d'investissement, il était de 400 000 francs. Et donc, moi, j'étais adjoint à Paris et j'avais un budget de 650 millions. Et lui, il était maire d'une petite commune. Il avait un budget d'investissement de 400 000 francs. Donc, vous voyez que, bon, faut comparer ce qui est comparable d'une part. Mais je crois aussi que, et ça, c'est notamment le rôle de l'Association des maires de France, du sport dans l'entreprise, des chambres de commerce, de mettre en place un relais de partenariat pour justement que les uns et les autres, ne serait-ce que, par exemple, davantage d'utilisation des installations sportives municipales pour tous, pour les écoles, pour les pratiquants, mais également pour les entreprises. C'est un exemple, mais à travers ça, il peut y en avoir des tas d'autres, mais c'est plus, si vous voulez, à la fois aux chefs d'entreprise et à ceux qui connaissent le job, et aux élus de se voir directement pour en parler, pour mettre au point des procédés, des processus de partenariat. Merci. On va conclure cette première table ronde. Un petit mot de conclusion peut-être de chacun, Monsieur Mougin. Oui, moi je suis confiant puisqu'on a associé dans le mouvement sportif 30 fédérations aujourd'hui qui ont des programmes à proposer aux entreprises pour faire de l'activité physique et sportive au sein de l'entreprise. 30 fédérations avec leur réseau, les comités, les ligues, les clubs. On a bien sûr la Fédération française des sports d'entreprise qui fédère l'ensemble. Donc je crois qu'on a bon espoir avec ces 30 fédérations, peut-être plus demain, de rentrer dans les entreprises. Et puis, on a aussi lancé un plan d'action qu'on a préparé à l'issue de l'enquête qui va être diffusée dans quelques jours. Ce qu'il faut, c'est continuer de communiquer par rapport aux chefs d'entreprise sur les retombées économiques, finalement, de la pratique de l'activité physique et sportive, sur la rentabilité de l'entreprise, la performance de l'entreprise, mais également sur la santé et bien-être des salariés. Et ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui qui compte beaucoup. Et puis, il faut accompagner les chefs d'entreprise pour les aider justement à mettre en place ces actions. Voilà, donc c'est ça le défi du mouvement sportif français avec la FFSE et avec l'ensemble des fédérations membres du comité olympique. Monsieur Besser, justement, un mot de conclusion de la part de la FFSE. Oui, moi j'aurais envie de dire qu'on a l'habitude d'être dans les entreprises toujours très pragmatiques. Et j'ai été sollicité par le conseiller du Premier ministre il y a 3 semaines qui me demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le sport dans l'entreprise. C'est une des priorités du président Macron. Et je lui ai dit, vous savez, il ne nous faut pas forcément de l'argent, des subventions. Il faut simplifier la réglementation. Et j'ai pris un exemple très simple. La plupart des locaux dans les entreprises sont dans des espaces qui sont régis par sont des établissements code du travail. Qui dit établissement code du travail et non ERP, ça veut dire que ça ne permet pas à des personnes extérieures à l'entreprise, en dehors des problèmes de sécurité, plan Vigipirate et autres, mais ça ne permet pas techniquement à des gens qui ne sont pas de l'entreprise d'accéder à ces locaux sportifs que possèdent certaines entreprises. Et ces entreprises, quelquefois, elles ont envie de faire des économies d'échelle. Parce que quand on paye un prof de yoga pour 5 personnes, c'est pas rentable. Si on peut en avoir 10 ou 12, ça devient acceptable économiquement. Ça, c'est très important. Et je pense que le souffle de 2024 va permettre d'ouvrir des portes sur la conscience de la nécessité d'une simplification. Les entreprises le réclament depuis tout le temps. Un dernier mot sur l'argent des entreprises qui se substitue à l'État pour le sport ou pour un certain nombre de choses. Je serais tenté de dire que l'argent public, c'est quoi l'argent public? C'est de toute façon l'argent des entreprises, c'est de toute façon l'argent des citoyens. Donc là, je crois que dans la candidature, il y avait un équilibre entre les pouvoirs publics, l'entreprise, le monde sportif et les citoyens d'une manière générale. Et c'est un peu comme ça la Fédération du sport d'entreprise qu'on considère les choses. On a aussi coutume de dire qu'on est toujours moins bête à plusieurs que tout seul. Merci beaucoup. Un mot, Monsieur Restino. Donc, comme on l'a dit au début, c'est une victoire, ça c'est magnifique, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il nous reste certains défis pour aller jusqu'au bout. Mais j'ai pleinement confiance dans les équipes, parce que jusqu'à présent, c'est du gagnant tout le temps.
On a parlé beaucoup de sport, on a beaucoup parlé bien sûr des entreprises et d'organisation, de budget, de tout ça. Il y a une chose qui pour moi est fondamentale que j'ai envie de garder et que si vous pouvez le garder également pendant un petit moment, c'est les valeurs qu'il y a dans le sport. Ce sont les mêmes valeurs qu'on retrouve chez les chefs d'entreprise, chez les créateurs. De temps en temps, on peut dire qu'il y a une petite course de fond, un petit marathon. De temps en temps, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai juste envie de dire bravo aux champions olympiques, ceux qui vont gagner, ceux qui vont perdre, parce que ça va être un spectacle magnifique. Et c'est cette émotion que je veux garder, en tout cas, jusqu'à ce grand défi. Et le mot de la fin, justement, pour notre champion olympique. C'est gentil. C'est gentil. D'abord, m'excuser auprès de ma droite, parce que la configuration de la salle fait que je vous ai tourné dos de temps en temps. D'autre part, remarquez une chose, c'est que regrettez que ce ne soit pas plus long. Et remarquez une chose, c'est que quand je vois la physionomie de celles et ceux qui nous écoutent, c'est quand même pas des retraités, hein, loin s'en faut. Et ça, c'est bien pour l'avenir. Et troisièmement, parce que j'aime bien remettre un peu de temps en temps l'église au milieu du village et relativiser les choses, j'ai été champion olympique en 76 et vice-champion olympique en 72. 76 aujourd'hui, ça fait 41 ans. Mais j'aimerais bien qu'en 2050, 55, 60, il y ait un Teddy Riner, un Renaud Lavillenie qui puisse faire le même genre de choses et qui puisse dire « Ah, je me rappelle, en 2017, en 2024, et on en bénéficie toujours aujourd'hui. » Et ça, ce serait fantastique. Ça prouverait qu'on a réussi l'essai, complètement. Un grand merci, messieurs, pour avoir débuté cette journée à mes côtés. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est la fin donc de cette première table ronde.